Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public que j'introduirai en remerciant celles et ceux de nos auditeurs qui ont déjà répondu à mon appel au soutien financier et en félicitant celles et ceux qui s'apprêtent à le faire. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Mathias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, Nicole Niesotto, vice-présidente de la fondation de l'Institut Jacques Delors, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien helvétique en ligne Blick.fr. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Les populistes hors la loi ». Il est chapeauté ainsi « La condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire de cette peine a suscité des réactions virulentes, une contestation qui fait écho aux tensions entre l'exécutif et le judiciaire dans nombre d'États dirigés par des populistes, à commencer par les États-Unis de Donald Trump. Jusqu'où ira la remise en cause des fondements de la démocratie que sont la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne est prévu le 15 juin. Vous pouvez déjà vous y inscrire. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis en train d'essayer de trouver une salle qui puisse nous accueillir entre maintenant et le 15 juin en question. Mercredi, nous mettrons en ligne la première de nos conversations avec Charlotte Hellman-Cachin, engagée dans un travail de fond pour faire vivre l'œuvre de Paul Signac au-delà de son image de peintre néo-impressionniste. Ce travail de mémoire s'appuie sur une approche à la fois personnelle, académique et institutionnelle, et elle vise à redonner à Paul Signac une place complète dans l'histoire de l'art. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Nous allons commencer par nous intéresser à l'état du commerce international après les récents événements boursiers divers. Donald Trump a lancé le 2 avril une charge commerciale massive sous la forme d'une augmentation des droits de douane, si lourde qu'elle sonne comme une déclaration de guerre commerciale contre des concurrents, mais aussi contre des alliés traditionnels de Washington. Le président américain a annoncé 46% de hausse pour le Vietnam, 34% pour la Chine, 24% pour le Japon, 20% pour l'Union européenne, mais aussi 50% pour le Lesotho, 47% pour Madagascar, 37% pour le Botswana et rien pour la Russie, la Corée du Nord, la Biélorussie. Tandis que l'Union européenne se préparait à négocier, Pékin a riposté vite et fort, les tarifs douaniers sur les importations américaines passant de 34 à 84%. Bloomberg décrivait alors l'escalade en cours entre la Chine et les États-Unis, qui représentent 40% de l'économie mondiale à eux deux, comme une guerre nucléaire commerciale. Coup de théâtre mercredi soir, Donald Trump a annoncé la suspension des droits de douane pour 90 jours, laissant cependant un taux minimum uniforme de 10%. Une pause qui ne s'applique pas à la Chine, taxée à 125%, la Chine ennemie principale des États-Unis, qui a osé répliquer à Washington. Donald Trump justifie la pause par, je cite, la volonté de plus de 75 pays de négocier. Concrètement, durant cette période qui a pris effet immédiatement après son annonce, l'ensemble des pays du globe sont désormais soumis à des droits de douane ajustés à 10%. Selon l'INSEE, le commerce mondial devrait reculer de 4 points. En Europe, l'Allemagne ou l'Italie devraient être plus touchées que la France et l'Espagne, mais, rappelle l'ancien commissaire européen au commerce extérieur et directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, je cite, « Les États-Unis représentent 13% des importations mondiales, donc 87% du commerce international n'a aucune raison de se laisser contaminer par cette folie. » Visé depuis la mi-mars par des droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium, l'Union européenne, après que le président américain a fait machine arrière, a suspendu elle aussi pour 90 jours les mesures de rétorsion approuvées par les États membres et qui prévoyaient une hausse de 25% sur l'acier et l'aluminium, les amandes, le jus d'orange, la volaille, le soja, le tabac
et les yachts. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a salué un début de retour à la raison économique alors que la bourse de New York s'est envolée à l'annonce de cette pause. Toutefois, l'incertitude et la confusion se répandent dans les cercles industriels et chez les distributeurs américains ou européens, tandis que les marchés ne savent plus très bien à quel sein se vouer. Sur cette question, Matthias Fekl. Alors sur cette question, il faut d'abord être prudent et modeste parce qu'entre le moment où une idée vous traverse la tête et le moment où elle sort de votre bouche, le président américain a eu le temps de changer 3 fois d'idée. Ce qui est d'ailleurs dramatique parce que ça crée une incertitude qui quand même pour tous ceux qui sont engagés dans la vie économique est absolument terrible. Malgré cela, il me semble qu'il y a une certitude, c'est que le monde tel qu'on l'a connu après 1945 est terminé. C'est-à-dire que tous les grands repères qu'on a appris les uns et les autres en matière de relations internationales ne sont plus valables, que ce soit en matière de défense ou que ce soit en matière commerciale. Avec l'édification progressivement, avec le GATT, puis l'Organisation mondiale du commerce, d'un monde très imparfait, mais quand même régi par un minimum de règles à respecter et puis par certains organes qui étaient chargés de les appliquer. Ces organes-là sont paralysés, notamment l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, maintenant, avec cette attaque massive du président américain, l'édifice entier me semble complètement à terre. Alors, c'est aussi des choses qui viennent de loin. Il y a le neuf qui est la stupéfaction qui nous saisit et la violence avec laquelle les choses sont faites aujourd'hui, mais ça fait quand même très longtemps que les États-Unis défendent, là je parle sous le contrôle d'autorités infiniment plus éminentes que moi sur le sujet, mais défendent leurs intérêts avec beaucoup d'application, on ne peut pas leur reprocher d'ailleurs, et avec beaucoup de détermination. Je me souviens à l'époque, quand j'étais au commerce extérieur, je suivais les négociations du traité transatlantique d'un côté et celles du traité avec le Canada de l'autre côté. Et c'était vraiment 2 approches totalement différentes. L'une qui visait à imposer le maximum de choses, à refuser toutes les demandes sur l'intégration de l'accord de Paris dans l'accord, la réforme de l'arbitrage d'investissement dans un sens plus équilibré en faveur de la puissance publique. Et de l'autre côté, une écoute, une approche très coopérative, des idées neuves et modernes. Je vous laisse deviner de quel côté je parle à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose, ça vient de loin. La deuxième chose, c'est que ça va durer. C'est-à-dire, quel que soit les alternances, on espère qu'il y aura encore des alternances aux États-Unis. La mise au service de la diplomatie, au service d'une politique, à mon avis, mal faite, mais en faveur des classes moyennes, c'est quelque chose qui va durer. La confrontation avec la Chine, c'est quelque chose qui va durer aussi, quel que soit l'avenir. Alors, il y a la question, et j'ouvre peut-être ensuite le débat là-dessus, sur les réponses à apporter à cette nouvelle situation. Et là, chacun doit devenir adulte et se saisir de ses propres responsabilités. On peut déplorer ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et ensuite on doit prendre nos responsabilités. Et l'Europe, là-dessus, a vraiment à sortir de sa naïveté. On le dit souvent, à l'époque j'avais employé l'expression un peu brutale de sortir de sa servitude volontaire, mais à la première élection de Donald Trump, la première réaction de la Commission européenne avait été de dire: nous félicitons le président, ça c'est la diplomatie classique, et nous sommes prêts à le rencontrer quand il le souhaitera pour continuer à négocier le fameux accord transatlantique. Mais c'est évidemment pas comme ça qu'il faut faire. Il faut s'affirmer, il faut avoir une approche très lucide de nos intérêts, avec des diagnostics totalement fiables sur quelles sont les filières industrielles qu'on veut défendre, quelles sont les valeurs aussi qu'on veut défendre en termes de droits de l'homme, de démocratie, en termes d'écologie. Puis après, il faut mettre en place les outils. Les outils, c'est la réciprocité. Aucune signature d'accord sans qu'il y ait de donnant-donnant. C'est toutes les stratégies de défense commerciale, les clauses de sauvegarde. C'est aussi le travail sur les sanctions, pour nous doter de nos propres régimes de sanctions qui existent, qui se sont énormément renforcés au cours des dernières années. Et puis, me semble-t-il, c'est de regarder avec beaucoup d'autres partenaires comment ouvrir des négociations, comment regarder avec les 87% du commerce international qu'évoquait Pascal Lamy et que Philippe citait, ce qu'on peut faire, y compris avec la Chine. Avec la Chine qui est très loin de nous, évidemment, en termes de démocratie, sur la transformation écologique de nos modèles de production, il y a des choses à regarder. Ils sont engagés là-dedans de manière très offensive. Donc il me semble qu'effectivement, avec des pans entiers du monde, nous devons regarder quel type d'accord moderne
équilibrée, nous pouvons commencer à discuter sans naïveté. En particulier avec la Chine, évidemment, toute naïveté est coupable. On l'a laissé entrer au début des années 2000 dans l'OMC avec un certain nombre d'ambiguïtés dans le protocole d'accession. Il faut évidemment éviter ce genre de redites. Nicole Nisotto. Oui. Trump avait commencé par détruire la géopolitique européenne classique en voulant avoir le prix Nobel de la paix sur l'Ukraine. Il a échoué, enfin il est en train d'échouer. Et du coup, il est passé au bouleversement de la scène économique mondiale et apparemment, il n'aura pas non plus le Nobel d'économie. Mais l'intérêt de ce qui s'est passé dans les quelques derniers jours, c'est qu'il a mis en évidence l'épure de la confrontation, pas seulement stratégique, mais également commerciale et technologique, entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine, je le rappelle, est la seule aujourd'hui à être taxée de 125% des droits de douane. Alors, je pense qu'il faut se poser deux questions. Est-ce que l'analyse au départ de Trump sur le fait que la Chine profite plus de la mondialisation que les États-Unis est fausse ? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une grande partie de vérité. Et la deuxième question, est-ce que le protectionnisme est la meilleure arme pour se battre contre la montée en puissance de la Chine ? Et là, la réponse est évidemment non. Je reprends la première question. Est-ce que la Chine est la gagnante de la mondialisation contre, entre guillemets, les États-Unis ? La réponse est oui. Il y a eu une première phase de mondialisation entre 85 et 2000 où l'Amérique a été la grande gagnante. C'était les textes de Fukuyama, la fin de l'histoire. Mais depuis, les États-Unis découvrent que la montée en puissance de la Chine marginalise relativement l'omnipotence américaine. Et la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde en 2016. Elle a d'abord été l'atelier de la planète, ce qui a entraîné une désindustrialisation massive aux États-Unis, et l'électorat de Trump est en partie là. Mais ensuite, depuis une dizaine d'années, elle a investi le domaine des hautes technologies, en particulier l'intelligence artificielle, le spatial, etc. Et là, elle est concurrentielle immédiatement du high-tech américain. Et donc, pour Donald Trump, c'est véritablement l'ennemi à abattre, et il n'a pas totalement tort quand on regarde l'évolution de la puissance chinoise. En revanche, est-ce que le protectionnisme est la meilleure arme pour défendre les intérêts américains? Je crois que là, il y a une vraie erreur de la part de Donald Trump et de ses conseillers économiques. Quand on regarde les deux que l'on cite tout le temps, là, le Peter Navarro et M. Miran, ils ont été diplômés de Harvard en 65, à un moment où la Chine n'existait même pas, c'était un tiers-monde. Alors, je ne sais pas si depuis, ils ont fait de la formation permanente, mais apparemment, leur vision de l'économie mondiale est quand même très datée. Mais pourquoi ce n'est pas la bonne solution? Premièrement, parce que la part des importations aujourd'hui dans les exportations est devenue énorme. Il y a à peu près 30 voire 40% de produits importés dans les produits que vous allez exporter. C'est le cas, par exemple, de l'Apple, c'est le cas de tous les avions construits par Boeing. Et donc, si on veut exporter, il faut d'abord importer un certain nombre de choses. Deuxièmement, on ne peut pas réindustrialiser les États-Unis sur des produits industriels du 19e siècle, les habits, les cravates, toutes ces choses que l'on importe massivement de Chine. Ça n'a aucun sens de vouloir réindustrialiser l'Amérique sur ce plan-là. Troisièmement, surtout, la Chine Xi Jinping a bien dit que son objectif d'ici 2035, c'est la souveraineté économique et technologique de la Chine. Donc, par des moyens qui ne sont pas du tout protectionnistes, mais la Chine est en train de faire la même chose que les États-Unis, c'est-à-dire de réduire l'interdépendance qui la rend très dépendante du marché américain et du marché européen. La Chine veut augmenter sa consommation intérieure, augmenter son investissement dans les hautes technologies et l'intelligence artificielle. Et donc, faire du protectionnisme, c'est encourager la Chine à aller encore plus loin dans le développement de sa nouvelle puissance. Et c'est pour ça que cette politique de Donald Trump, à mon avis, est complètement vouée à l'échec. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que certains de ses amis lui ont dit d'arrêter et de faire cette pause de 9 mois. François Bujon de l'Étang. Il faut regarder l'histoire, elle est toujours pleine d'enseignements. Le président des États-Unis que Trump admire le plus est évidemment M. McKinley,
qui a été président de 1897 à 1901 et qui était le grand promoteur des tarifs douaniers. Et le pauvre McKinley a fini assassiné d'ailleurs, mais peu de temps avant de mourir sous les balles de son assassin, il avait déclaré « Le protectionnisme, au fond, n'est pas une solution ». C'était intéressant que le pape du protectionnisme en arrive à cette conclusion à la fin de sa vie. Mais ce n'est pas cela que M. Trump médite, apparemment. Il est plutôt fasciné, comme le sont 300 millions d'Américains, par la Chine. J'ai toujours été, moi-même, fasciné par la fascination américaine pour la Chine. J'ai eu la chance d'être en poste aux États-Unis à l'époque où Kissinger, au Pakistan, a rencontré Chou En-lai et où ensuite Nixon a fait la première visite. Le degré de fascination des Américains pour la Chine, dont ils semblaient découvrir l'existence, est quelque chose d'inouï. Et on a bien vu ces dernières années que cette fascination tournait à l'obnubilation. Et l'obnubilation est évidemment très, très mauvaise conseillère. Alors, il n'y a pas qu'à la Chine que M. Trump en veut. Il en veut à tout le monde, il en veut à la terre entière. Il a déclaré à plusieurs reprises que l'Union européenne avait été créée to screw the United States, c'est-à-dire pour... entuber. Oui, c'est ça. Pour arnaquer les États-Unis. Et il nous a traités d'arnaqueux. Il règle des comptes même, mon pauvre Richard, 31% pour la Suisse, la pauvre confédération, elle aussi est dans le viseur. Mais ce que je trouve extraordinaire dans les épisodes que nous venons de traverser, c'est la volte-face extraordinaire de Trump en 48 heures. D'abord, il annonce des droits de douane gigantesques, il secoue complètement les marchés qui partent en folie, et puis 48 heures après, il vous explique qu'il appuie sur le bouton pause et qu'il met tout ça en pause pour 90 jours, enfin, pour 3 mois, en attendant, bien entendu, les revirements suivants et les rebondissements à venir. Alors, on peut l'expliquer de deux façons. Les Trumpiens l'expliquent en disant « Ah, mais c'est the art of the deal », n'est-ce pas? On commence par donner un énorme ramponneau dans la figure de l'adversaire dès qu'on le voit arriver, et pendant qu'il titube et voit 36 chandelles, on énonce évidemment ses buts de guerre, et on obtient ensuite une négociation et un compromis. C'est la méthode, il est génial. C'est ce que disent les Trumpiens, avec des accents qui rappellent ceux de la presse nord-coréenne à l'égard de Kim Jong-un. Mais il y a une autre explication. Et l'autre explication, c'est que il est en train de perdre le soutien d'une partie du patronat américain. Et j'ai trouvé extrêmement intéressante que Jamie Dimon, le président de JP Morgan Chase, par exemple, ait fait des déclarations publiques très critiques de M. Trump, et notamment sur ce sujet. Il est en train de perdre le soutien du patronat américain, et surtout, il est en train d'inquiéter les marchés à un point qui est inquiétant pour les États-Unis eux-mêmes. Parce que les marchés d'actions, Wall Street, etc., se soient envolés ou aient eu un coup d'accordéon énorme, ça a peut-être profité à certains, comme on le découvre, mais c'était à peu près inévitable. Mais ce qui est très intéressant, c'est les marchés obligataires. Parce que les marchés obligataires sont ceux qui traitent le refinancement de la dette américaine. Et le bon du Trésor à 10 ans, le bon du Trésor à 30 ans, ont d'un seul coup subi un renchérissement qui menaçait littéralement le remboursement de la dette. Et il a fallu que le secrétaire au Trésor se précipite à Mar-a-Lago pour expliquer à M. Trump que c'était pas possible et qu'il fallait faire demi-tour. Et il fait demi-tour parce qu'au fond, il n'est pas à un détail près, n'est-ce pas? Alors, nous sommes entrés dans un système chaotique, c'est le chaos trumpien, qui se traduit, Mathias l'a très bien dit, par l'incertitude généralisée, par une inquiétude également universelle, ce qui sont les pires conditions pour les décideurs en matière économique, et par un climat de menace générale qui pèse complètement sur un monde en pleine transformation. Alors je suis d'accord avec vous aussi, Mathias, pour dire que tout ça est un bouleversement gigantesque et c'est finalement la fin du monde que nous avons connu. Le monde multilatéral, créé par les États-Unis d'ailleurs, à partir de 1945, de Bretton Woods et tout ce qui s'ensuit, et qui a tant profité aux États-Unis eux-mêmes. Mais il ne fait pas de doute que, à travers le chaos trumpien, nous nous en écartons et nous nous dirigeons vers un monde qui va être plus empirique, plus difficile, qui va dépendre de quantité de négociations bilatérales et de la réorientation de flux commerciaux dont l'Europe risque de faire les frais, par exemple, face à la Chine. Richard Verly.
Je voudrais commencer par deux anecdotes pour rebondir sur ce que vient de dire François. D'abord, faire demi-tour à Mar-a-Lago, il n'y a pas d'autre issue, puisque Mar-a-Lago est sur une petite île qui longe la côte de la Floride. Une fois que vous y êtes, vous n'avez pas d'autre choix à un moment donné que de faire demi-tour pour retourner sur le continent. Ça me paraît assez symbolique. Donc Donald Trump est peut-être condamné par sa simple localisation géographique où il va tous les week-ends, je le rappelle. Moi qui reçois les communiqués de la Maison-Blanche, c'est absolument, je dirais, réglé comme une horloge suisse. Il part en général le vendredi vers 16h de la Maison-Blanche et il arrive à 17h50 pile à Mar-a-Lago et il doit faire demi-tour ensuite pour retourner à la Maison-Blanche. Ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, elle concerne la Suisse. On a les consolations qu'on peut. On a été frappé à 31% de taxes, mais le Washington Post a dit que c'est suite, entre autres, à l'appel à Donald Trump de la présidente de la Confédération suisse, qui est aussi ministre des Finances, Madame Keller-Sutter, qu'il a changé d'avis. On peut toujours rêver si c'est le Washington Post qui le dit. Maintenant, pour être peut-être plus prospectif, c'est-à-dire après tout ce qui a été dit sur le constat, quels vont être les facteurs qui, dans les jours, semaines, mois à venir, vont façonner ce nouveau paysage commercial international. Vous savez, je reviens juste à l'instant d'Asie du Sud-Est, où j'ai passé une semaine entre le séisme birman et la Thaïlande, et je suis frappé d'un facteur. En Asie, tout le monde m'a dit la même chose, le temps, le calendrier. L'Asie, la Chine, a le temps. Monsieur Trump ne l'a pas pour lui, parce que pour l'instant, je le rappelle, à moins, comme le disait Mathias, qu'il s'en prenne aux institutions, il n'a déjà plus que 3 ans, quasiment. Donc, le temps, c'est un élément que les Asiatiques, et notamment les Chinois, savent utiliser. Ils l'ont montré dans leur histoire, et on peut leur faire confiance pour cadencer leur riposte d'une manière qui, en quelque sorte, oblige Trump à épuiser ses munitions. Or, les munitions, on vient de le voir avec ce qu'a dit très justement François, il n'en a pas tant que ça, puisqu'il ne peut pas mécontenter ses proches et les milliardaires qu'ils soutiennent. Il y a la dette, je vais y revenir, qui bien sûr est un sujet majeur, mais il y a surtout tout, je dirais, ces pistoleros, pour prendre une métaphore de western, qui ont dégainé le pistolet avec lui, mais qui ne sont pas tout à fait prêts à aller au combat si ça devait leur coûter leur fortune. Donc, il est un peu coincé. Donc, je pense que le facteur temps va avoir un impact très significatif. Le deuxième, c'est bien sûr la Chine. Or, ce n'a pas été dit, mais la Chine s'est préparée à tout ça. La Chine, monsieur le président Xi Jinping s'y est préparé, on s'y attendait. On s'attendait à ce genre de coup de boule donné par Trump à ses partenaires. On ne savait pas dans quelle proportion, on ne savait pas de quelle manière. La manière a étonné tout le monde en mettant côte à côte le Lesotho et la Chine, et y compris Saint-Pierre-et-Miquelon, dont il a oublié que c'était un territoire français. Mais le coup de boule, on s'y attendait. Les Chinois avaient donc préparé ça, et on voit dans leur ténacité et dans la graduation de leur riposte, notamment sur la question des obligations du Trésor, qu'ils ont un plan. Eux, ils ont un plan. Et ce n'est pas un plan à 90 jours. Enfin, troisième élément, on va quand même voir, et je rebondis sur ce que dit Nicole, à mon avis, une césure s'installer en termes de commerce international dans le temps qui s'annonce devant nous, entre pays producteurs industriels et pays qui ne le sont pas. Les pays qui véritablement vont prendre le coup de boule de Donald Trump en pleine tête, c'est les pays qui sont des producteurs industriels, et au sein de l'Europe, c'est pas un hasard si l'Allemagne et l'Italie sont directement impactés. Et je ne sais pas s'il faut se réjouir du fait que la France le soit moins, parce que ça veut dire aussi que la France ne produit plus de biens industriels, et pour l'instant, il semble que M. Arnault a obtenu une grâce sur le champagne en échange du Bourbon. Bref, entre alcool, mais là, je crois que Mathias connaît bien ce dossier, entre alcool, on arrive toujours à établir une forme de paix, entre guillemets, alcoolisée. Et enfin, dernier facteur, c'est la dette américaine. N'oublions pas que ce pays est surendetté, il s'est surendetté évidemment grâce au dollar. Quand on a la monnaie mondiale, ça donne une marge de manœuvre conséquente, mais que ce surendettement est aussi une très grande faiblesse. Surtout quand vos bailleurs de fonds traditionnels, on pense à la Chine, mais peut-être demain aussi le Japon, peut-être demain la Corée du Sud. Ces pays ont beau être des alliés américains, ils sont des alliés d'un pays qui leur fait comprendre que quand même, de toute manière, même s'il y avait un conflit, on ne sait pas si on interviendrait. Et donc, on peut voir vaciller toute une partie de ces créditeurs, de ces créanciers de l'Amérique, qui à un moment donné vont se dire que l'Amérique n'étant plus l'assurance vie, puisque c'était ça, acheter de la dette américaine pour ces pays, c'était acheter une assurance vie. L'assurance vie ne fonctionne plus, et l'assureur étant peut-être
peut-être menacé de faillite, il va falloir changer de compagnie et changer de police d'assurance. À ce moment-là, l'Amérique de Donald Trump se retrouvera dans une situation beaucoup plus fragile que lui-même ne le pensait. Nicole Nesotto. Oui, je voudrais revenir un moment sur les relations entre Europe et États-Unis, peut-être un peu pour débattre avec Mathias sur la critique qu'il a faite à l'égard de la Commission européenne qui veut toujours négocier au lieu d'être dure dès le départ. Je crois qu'en matière de commerce, Donald Trump n'a pas vraiment compris que l'Union européenne était dans son élément. Alors que sur le plan géopolitique, elle est nulle, naïve, impréparée, etc. Le commerce, c'est vraiment le cœur, le noyau, le moteur de l'intégration européenne. Et comme la Chine, la Commission européenne s'était préparée dès l'année dernière. Il y avait eu un plan à Bruxelles autour de Madame von der Leyen pour savoir comment une riposte graduée pourrait se mettre en œuvre selon ce que ferait Donald Trump. Et donc, premièrement, l'Union européenne, elle est dans son élément. Les guerres commerciales, elle connaît. Deuxièmement, c'est un domaine sur lequel il ne peut pas diviser l'Europe, puisque depuis l'union douanière, les tarifs douaniers, les droits de douane sont exactement les mêmes pour tout le monde. Donc Madame Meloni ne peut pas aller négocier toute seule, ou le chancelier allemand ne peut pas aller négocier toute seule un traitement de faveur. C'est une force considérable. Et troisièmement, les Européens ont un avantage extraordinaire, c'est que Trump a oublié que si on est bénéficiaire dans le commerce des biens, on est totalement déficitaire dans le commerce des services. Les Américains ignorent qu'ils sont maîtres du jeu sur les services bancaires, les services financiers, les services technologiques. Et donc, l'Union européenne a deux, je crois, possibilités. Soit la négociation, et en particulier l'option zéro, c'est-à-dire une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Amérique, vieux projet s'il en est, des Allemands, soit ce qu'on appelle le bazooka à Bruxelles, c'est-à-dire la taxation des produits financiers. Mathias Fekl. Oui, je rentre volontiers dans le débat sur la Commission européenne. C'était une critique sur un moment précis. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui mettent tout ce qui ne fonctionne pas sur le dos des institutions européennes. Ça, c'est une spécialité assez française d'aller défendre une certaine position à Bruxelles et ensuite de critiquer cette même position souvent. Donc, c'était pas du tout ça l'approche. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, je pense, une mutation des esprits à la Commission européenne. Moi, j'étais en charge du commerce extérieur il y a 10 ans. Quand je suis arrivé là-dedans, on était quand même encore dans une approche où il fallait négocier des accords de libre-échange quoi qu'il arrive, sans se poser la question. Il n'y avait aucune priorisation stratégique. Il fallait couvrir le monde entier d'accords souvent complètement dépassés et ringards, avec des clauses qui n'y avaient plus leur place. Et quand on osait élever la voix là-dessus, on était quasiment, je ne sais quoi, enfin complètement à côté de la plaque. L'histoire a malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, prouvé le contraire. Il me semble que la Commission européenne a bougé là-dessus et qu'il y a aujourd'hui maintenant beaucoup plus de prise en compte des intérêts stratégiques et du fait qu'une politique économique, c'est pas simplement appliquer des dogmes issus de telle ou telle école de pensée, mais qu'il faut avoir une approche offensive, et je m'en félicite, ça vaut pour les sanctions. Il me semble que ça doit valoir aussi, par exemple, sur le travail de l'affirmation de l'euro comme monnaie de référence dans les échanges internationaux. Si on veut se sortir de la dépendance au dollar, c'est un chantier majeur. Ça suppose bien sûr l'intégration beaucoup plus forte de nos marchés financiers, ce qu'on a appelé l'Union pour l'épargne et l'investissement, le rapport L'État qui est absolument remarquable, le rapport Draghi. Voilà, donc il y a des actions de politique économique intérieure et extérieure qui doivent se conjuguer si nous voulons rester souverains et si nous voulons rester maîtres de nos destins. Richard Verly. Juste pour compléter, on a quand même le risque de 2 embuscades et d'un piège tragique. Les 2 embuscades, c'est que l'autre poumon économique de la planète, qui est l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire le marché de 600 millions d'habitants qui borde la Chine, si ce marché-là s'agrège à la Chine, à ce moment-là, Donald Trump va se trouver dans une situation extrêmement difficile parce que c'est un marché, c'est précisément un marché alors que la Chine n'en est pas encore un. Et donc ça va véritablement pouvoir faire basculer les choses. Deuxième élément que moi je trouve très intéressant, c'est que sur le plan financier, oui,
l'Europe a toutes ses réformes à faire, mais l'Europe doit surtout offrir dès maintenant une occasion de rémunération à ses capitaux internationaux. Il faut absolument, si l'on veut, on ne transformera pas le marché européen sans capitaux. Donc les capitaux, il faut vraiment, c'est le moment de dire à tous ces milliardaires qui n'ont pas d'autre religion que leur dollar et leur profit, venez chez nous, vous pouvez aussi faire de l'argent. Je l'avais déjà dit, c'était la critique que j'avais fait au rapport l'État. Enfin, le piège tragique, et là je me tourne vers François, diplomate expérimenté, quand vous vous retrouvez devant un mur et que vous êtes président de la première puissance mondiale, qu'est-ce qui peut faire diversion ? Une guerre. Et moi, c'est mon inquiétude. À un moment donné, est-ce qu'on ne va pas, pour combler les échecs de Donald Trump, voir une Amérique qui va, quelque part, créer un foyer de tension et un conflit pour faire oublier toutes ces déconvenues commerciales. François Bujon de l'Étang. Envahir le Groenland, faire la guerre aux Lesotho, ça ce sont certainement des tentations qui doivent chatouiller M. Trump. Mais oui, je ne peux pas vous donner tort, Richard. C'est un risque, effectivement. Ce qu'il faut bien voir, surtout, c'est que cette affaire commerciale ne doit pas être examinée seule et en soi. Elle est un arbre qui fait partie d'un bosquet ou d'une forêt beaucoup plus large, qui est la remise en cause généralisée de tout le système international multilatéral. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'alliés, il n'y a plus d'ONU, il n'y a plus de sanctions, et ceci n'est qu'un aspect, malheureusement, d'un conflit de Trump contre le reste du monde. Je vous remercie. Intéressons-nous à un autre personnage et à un autre pays soumis également à l'illibéralisme, la Turquie. Au pouvoir depuis 22 ans, le président turc Erdogan a fait incarcérer fin mars une des rares personnes qui était en mesure de le battre dans les urnes, le social-démocrate et atatürkiste revendiqué Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul depuis 2019 et qui devait être le même jour désigné comme candidat à la prochaine présidentielle du Parti républicain du peuple. En l'attaquant avec l'arme la plus redoutable dont il dispose, la justice, sous couvert de multiples accusations dont celle de corruption et en réprimant les imposantes manifestations de protestation organisées dans tout le pays, l'homme fort de la Turquie achève ce qu'il a commencé il y a une bonne dizaine d'années, le détricotage systématique de l'état de droit et des contre-pouvoirs. Cette régression de la démocratie a été marquée dès 2013 par la répression des manifestations anti-Erdogan du parc de Gezi à Taksim, suivie d'une dérive autoritaire, puis 2 ans plus tard par la fin brutale et sanglante des négociations de paix avec les Kurdes et l'incarcération d'élus et de figures politiques très populaires comme Selahattin Demirtas, et s'y sont ajoutées les répercussions du coup d'État raté de 2016 et les purges gigantesques au sein des institutions publiques des membres de la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, avec qui le président s'était pourtant allié pendant des décennies. Il y a eu ensuite l'adoption des lois liberticides, la destitution des maires et les arrestations de plus en plus nombreuses d'intellectuels, d'artistes, de journalistes de gauche ou proches de l'opposition libérale. De tout temps, le chef de l'État est apparu prêt à faire un pas de plus pour garder le pouvoir. Jamais il n'était allé aussi loin qu'aujourd'hui. Dans la foulée de l'arrestation du maire d'Istanbul, la livre turque a plongé à son niveau le plus faible face au billet vert et l'indice de la bourse d'Istanbul a chuté de près de 7%, déclenchant une suspension temporaire. Le Quai d'Orsay a fait part de sa profonde préoccupation. Berlin a dénoncé un grave revers pour la démocratie. L'autoritarisme croissant d'Erdogan embarrasse particulièrement les Européens au moment où la Turquie, par sa puissance militaire, se pose en allié incontournable pour renforcer le pilier européen de l'OTAN face au rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. À la croisée de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient et point de passage stratégique vers la mer Noire via le détroit du Bosphore, la Turquie se sait indispensable sur de nombreux dossiers, la guerre en Ukraine, où Ankara a su dès le début ménager à la fois Kiev en livrant des drones et Moscou en contournant les sanctions, la Syrie de l'après-Bachar, où elle entend user de son influence auprès des nouvelles autorités, sans oublier son industrie d'armement en plein boom, à laquelle s'intéressent déjà certaines capitales européennes pour contrer l'expansionnisme de Poutine. De quoi faire dire au secrétaire général de l'OTAN qu'il serait temps que Bruxelles et Ankara coopèrent plus étroitement sur la question sécuritaire. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Oui, alors, vous avez fait un bref rappel historique qui était très utile parce que
Ce n'est pas d'aujourd'hui que M. Erdogan est tenté par l'autocratie la plus complète. Il est en pleine dérive autocratique depuis en fait plus d'une dizaine d'années, puisqu'il est au pouvoir depuis 22 ans, et qu'au début, rappelez-vous, ses débuts étaient un peu timides, on parlait d'islamisme modéré, on se demandait ce que signifiait cette curieuse expression, on a compris rapidement que ça voulait dire l'islamisme, un islamiste entouré par des militaires kémalistes. Il a fait justice des militaires kémalistes grâce aux purges que vous avez rappelées, et notamment après le coup d'État manqué de 2016. La dérive autocratique a commencé il y a quelque temps. Mais là, monsieur, en emprisonnant non seulement Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, mais 106 personnes en même temps, dont plusieurs maires d'arrondissement, dont tout l'état-major d'Imamoglu, dont pratiquement tous les dirigeants du parti CHP, c'est-à-dire le parti kémaliste qui est l'opposition principale, il a frappé un coup énorme. C'est un pas assez décisif. Parce que jusqu'à présent, la Turquie restait un curieux compromis, c'était une démocratie illibérale, comme on dit si bien. Elle était quand même tempérée par des élections qui étaient relativement libres. Personne n'a oublié, par exemple, qu'en 2019, quand İmamoğlu a été pour la première fois élu maire d'Istanbul, le gouvernement a bien entendu fait annuler l'élection pour raison de fraude. On a organisé une deuxième élection dans laquelle İmamoğlu a décuplé son score. Et c'était un camouflet énorme pour M. Erdogan. Et Erdogan connaît bien Istanbul, il en a été maire. Et il sait que non seulement Istanbul est évidemment la plus grande ville du pays, mais il y a deux chiffres qu'il faut retenir. L'économie d'Istanbul représente 30% du PIB de la Turquie et 50% des recettes fiscales. Donc qui détient Istanbul non seulement détient le pouvoir politique qui va avec, mais détient la clé du coffre-fort. Et cette fois-ci, il a frappé donc un coup terrible, et c'est probablement la fin de la démocratie libérale et la fin des élections libres en Turquie. Il va peut-être avancer la date de l'élection présidentielle qui était prévue pour 2028, et il a emprisonné à peu près tous ses adversaires. Et je crois qu'il y a une formule qui résume assez bien la situation en Turquie. En Turquie, les coffres sont vides, mais les prisons sont pleines. C'est quand même une caractéristique importante. Alors, si vous permettez, Philippe, je voulais juste ajouter un mot, c'est que Erdogan a fait preuve d'un très bon sens de l'opportunité en choisissant le moment de cette incarcération. Car il a choisi un moment où tout le monde regarde ailleurs. C'est formidable. Il y a Trump, il y a la guerre à Gaza, il y a la guerre en Ukraine, tout le monde est occupé par quelque chose, et au fond, lui bénéficie ou pense bénéficier d'une espèce d'impunité qui lui vaut le fait qu'il a bien navigué jusqu'à présent la guerre russo-ukrainienne, assez bien, en ayant un pied de chaque côté. Il a montré, grâce à son contrôle des détroits, le point auquel son pays était incontournable en cas de conflit à l'Est. Il bénéficie pleinement de la déconfiture totale de l'Iran au Proche-Orient pour l'instant et de la disparition du Hezbollah, et il constate qu'il est une pièce essentielle dans les problèmes de sécurité qui concernent à la fois l'Alliance Atlantique et le pilier européen éventuel de cette alliance. Donc il joue à un moment qu'il a choisi et qui lui est favorable. Nicole Nézotto. Oui, complètement d'accord. Je crois que François Bujon-Desdans a dit l'essentiel. Peut-être on peut se poser la question, mais pourquoi une telle évolution chez Erdogan, qui au départ, et vous l'avez rappelé, était l'homme de la négociation avec l'Union européenne, celui qui a fait abolir la peine de mort, qui a remplacé une dictature militaire par un pouvoir civil. Donc pourquoi une telle évolution en 30 ans, puisqu'il est maire d'Istanbul, je crois, en 95, oui. Et que donc, oui, ça fait bien 30 ans. Alors, il y a plusieurs explications. La première, je crois, c'est son idéologie national islamiste. Il y a chez Erdogan l'idée de recréer la grandeur de l'Empire ottoman, exactement comme il y a chez Poutine, recréer la grandeur de la Russie. Et donc, il y a cette volonté d'arrêter la dépendance vis-à-vis des Occidentaux. Alors, il a fait tout ce qu'il pouvait pour supprimer l'héritage d'Atatürk, l'héritage d'Atatürk, dont, par exemple, le retour de la mosquée Sainte-Sophie qui était devenue un musée, qui redevient une mosquée en 2020. C'est un symbole
fort. Et il a dans la tête l'année 2071, qui sera le millénaire de l'existence de la Turquie, puisque c'est en 1071 que les Turcs ont vaincu l'empereur Diogène. Et donc, il a cette idéologie très forte, je crois, de jouer parmi les grandes puissances de ce monde. La deuxième raison, je crois, c'est qu'il a une revanche à prendre sur les Américains. Et il y a, de la part d'Erdogan, un ressentiment à l'égard de l'Amérique à cause de l'affaire kurde et à cause de la guerre en Syrie. Il n'a jamais encaissé l'idée que les Américains avaient comme alliés les Kurdes contre Daesh et que pour cette raison, les Américains ont laissé faire, laissé progresser les Kurdes, non seulement en Irak où il existe un Kurdistan irakien, mais également en Syrie, et il leur en veut énormément d'avoir conforté la question kurde pour son propre régime. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a intervenu militairement, sans l'accord des Américains, en Syrie pour détruire et tuer les alliés des Américains qui étaient les Kurdes. Ça, je crois que c'est une raison importante. Et la troisième raison, c'est sa fascination pour Poutine. Il y a une espèce de poutinisation du régime et je crois qu'il fait partie de ce que d'autres appellent dans d'autres ouvrages les nouveaux prédateurs, le retour des hommes forts. Trump lui-même a une fascination pour Poutine. Et donc on voit bien un certain nombre de raisons. La dernière raison, c'est que l'obsession kurde d'Erdogan a facilité le passage à la dictature, parce que depuis toujours, il considère les Kurdes comme des terroristes et la population turque est habituée donc à ce qu'on prenne des mesures pour lutter contre les terroristes. Un dernier point, Philippe, si vous permettez, simplement. Il y a aujourd'hui, depuis l'arrestation du maire d'Istanbul, il y a un courage extraordinaire de la population, des démocrates, de la jeunesse turque dans la rue, qui n'a pas peur de se faire arrêter. Il y a déjà eu 2000 arrestations, de même qu'il y a le même courage des populations civiles en Géorgie contre le pouvoir russe. Et malheureusement, nous ne faisons rien. C'est évident que l'Amérique de Trump ne va pas défendre les démocrates. Et l'Union européenne, je n'ai pas le temps d'en rajouter, mais j'espère que mes camarades vont reprendre ce dossier. L'Union européenne, à mon avis, ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Richard Verly. Erdogan, en plus de tout ce qui a été dit, c'est-à-dire sa capacité extraordinaire à profiter des circonstances, qu'elles soient internationales, comme le disait François, ou nationales à propos du Kurdistan, je rappelle quand même qu'il a obtenu que Abdullah Öcalan, le leader kurde emprisonné, appelle maintenant à la paix civile. Donc il a de ce point de vue-là gagné sa bataille politique, en tout cas sur cette partie historique du mouvement kurde. Il y a un autre aspect d'Erdogan, c'est qu'il est la preuve du mépris de l'économie. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe. On a tous été, depuis la presse notamment, depuis 30 ans, et ça allait de pair avec la mondialisation dont on a dit dans la première partie qu'elle était en train de disparaître sous sa forme connue, on a tous pensé que l'économie dirigeait le monde et que la mondialisation était finalement la preuve ultime que l'économie, les marchés financiers dirigeaient le monde. Eh bien, on a avec Erdogan, comme avec Poutine et comme avec Trump d'une certaine manière, mais pour Trump c'est plus compliqué, on l'a expliqué parce que les États-Unis ont des intérêts financiers évidemment très importants. On a un leader qui méprise l'économie et qui agit contre l'économie de son pays. Rappelons-le, l'état de la livre turque qui a totalement dévissé, l'état de la bourse turque. Donc c'est quelqu'un qui nie des réalités économiques que nous, occidentaux, avons érigées en valeurs suprêmes de gouvernance, et c'est grâce à ça qu'il peut se maintenir au pouvoir, et je dirais les instruments qu'il utilise et les soubassements de son pouvoir viennent d'être évoqués, en particulier son idéologie nationale islamiste. La question que je voudrais poser et sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est celle de « et maintenant, que peut-il se passer ?» Et là, il me semble qu'il y a 3 facteurs qu'il faut suivre de près. D'abord, il y a évidemment la société civile et ramenons-le à un endroit, c'est Istanbul. Ça nous ramène à nouveau à Istanbul. Si la population d'Istanbul continue son mouvement de protestation de masse, est-ce que c'est tenable politiquement pour Erdogan d'avoir, comme François l'a dit, le coffre-fort de la Turquie qui est aux mains d'une population qui lui est hostile? Pour moi, c'est tout de même une interrogation. Et si ça devait à un moment donné se traduire en affrontement réel et pas seulement en arrestation, en affrontement entre la police et la population, là, je pense que le pouvoir d'Erdogan pourrait s'en trouver quand même tout à fait fragilisé. Le deuxième élément, c'est que bien évidemment, il y a tout ce qui se passe sur son
son flanc sud-est, c'est-à-dire le Moyen-Orient, la Syrie, etc. Pour l'instant, il a réussi son coup, mais il n'est pas certain que ça dure. Et de ce point de vue-là, il va devoir aussi, notamment vis-à-vis des puissances du Golfe, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, qui sont, je le rappelle, ses bailleurs de fonds, il se retrouve un peu limité dans ce qu'il peut faire. Et enfin, troisième élément, l'Union européenne. Alors, on peut voir ça soit sous l'angle de la déconfiture, à savoir que l'Union européenne n'a pas d'autre choix que d'accepter des deals, pour le coup, des deals avec Erdogan pour les raisons qu'on connaît, les migrations, la guerre en Ukraine, etc., etc. Ou alors, à un moment donné, moi, ce qui me frappe, c'est que si la phase commerciale actuelle, je parle du commerce mondial, venait à renforcer le marché européen et à faire en sorte que les Européens affirment leur souveraineté économique et commerciale, à ce moment-là, peut-être que ça mettrait la Turquie en difficulté et qu'il y a un seuil de difficulté économique qui peut-être ne serait plus tolérable pour Erdogan. En résumé, il peut tolérer un certain niveau de douleur et de sacrifice financier parce que c'est la bourse, ce sont les marchés financiers. Peut-il mettre au chômage des millions de Turcs si les usines turques, parce que rappelons que la Turquie est un atelier pour l'Europe, si les usines turques venaient à patiner? Je n'en suis pas si sûr. Moralité, son pouvoir reste férocement verrouillé, mais il y a quand même, et l'âge en est un autre, des facteurs de fragilité. Mathias Fekl. 2 remarques préliminaires et ensuite le vif du sujet. D'abord, la démocratie, c'est pas simplement des élections. François soulignait à juste titre que les élections étaient libres en Turquie, et ça, je crois que même des observateurs internationaux en ont attesté. Il n'y a pas eu les urnes n'ont pas été bourrées, n'ont pas été retirées, etc. Donc, les élections en elles-mêmes se passent bien, mais la démocratie, c'est plus que ça. C'est des médias qui ne sont pas à la botte du pouvoir, c'est des contre-pouvoirs qui existent, une société civile qui peut s'exprimer, et puis c'est un certain respect de l'esprit des lois et de l'esprit des institutions. Alors, ça me mène à ma deuxième remarque préliminaire, c'est que le contexte international aujourd'hui est assez loin de ça. Et y compris dans les plus grands, et notamment dans la plus grande démocratie au monde, tout cela est bafoué. Ce qui veut dire que ce contexte désinhibe en réalité tous les admirateurs et les détenteurs d'un pouvoir fort. C'est ce que Giuliano d'Ampoli appelle l'ère des prédateurs. Il compare notre époque à celle des Borgia en Italie. On lira son livre avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Absolument, je suis en plein dedans. Alors, sur la Turquie en elle-même, il me semble d'abord, effectivement, l'Union européenne, comme souvent, a un rôle tout à fait déterminant à jouer. Je pense que l'Europe, pendant longtemps, a été tellement ambiguë avec les élites progressistes turques, en leur faisant miroiter en permanence une adhésion dont tout le monde savait en réalité qu'elle ne se produirait jamais, que ça a fait beaucoup de mal. Et ça a quand même contribué à affaiblir cette partie-là du spectre politique. Je ne pense pas du tout que des discussions d'adhésion soient aujourd'hui une perspective réaliste ni même souhaitable. En revanche, il faut maintenir le dialogue avec l'ensemble de la société turque, la société civile, et puis aussi, malgré tout, avec le pouvoir turc, il y a plusieurs dossiers tout à fait stratégiques sur lesquels l'Europe ne peut pas se priver d'un dialogue avec la Turquie. C'est d'abord l'immigration. On sait très bien que si la Turquie ouvre les vannes, des flux très importants de réfugiés peuvent affluer sans réel contrôle au port de l'Union européenne. Donc là-dessus, il faut un dialogue, alors qui doit rester respectueux des droits de l'homme, mais aussi respectueux de la régulation migratoire. Et puis à la défense. La Turquie, c'est, sauf erreur de ma part, la deuxième armée de l'OTAN. Oui. Juste après celle des États-Unis, et la première européenne, au sens très très large. Donc, si on veut là-dessus construire une politique de défense nouvelle avec, comme c'est le cas en matière commerciale, une fragilisation de l'édifice international de défense à laquelle procède Trump, la Turquie fera d'une manière ou d'une autre partie de l'équation. Donc c'est pour ces raisons-là que le positionnement aujourd'hui est très compliqué, et c'est pour ça que le communiqué du Quai d'Orsay que vous citiez au départ est un peu classique dans le langage choisi. Nicole Lisoto.
Oui, juste une remarque en passant sur le caractère indispensable de la Turquie en matière de défense. Je ne suis pas sûr qu'il faille encourager les Turcs à se croire indispensables, pour 2 raisons. La première, c'est que la Turquie joue un jeu très étrange à l'intérieur de l'OTAN, d'une part, et à l'égard de la Russie. À l'intérieur de l'OTAN, ils ont bloqué autant qu'ils pouvaient jusqu'au dernier moment l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, sous prétexte que la Finlande, je crois, encourageait les communautés kurdes. Et à l'égard de la Russie, Erdogan est quand même le seul pays de l'OTAN qui achète des missiles antiaériens russes. Il a acheté une série de S-4. Ah non, mais il l'a fait. Alors après, qu'il s'en serve ou pas, c'est autre chose. Mais il l'a fait pour montrer aux Américains que, puisqu'on ne voulait pas lui donner des patriotes à bon coup, il pouvait acheter des missiles russes. Et troisièmement, enfin, il a une base américaine très importante en Turquie, qui est la base d'Incirlik, dont les Américains ont absolument besoin pour des éventuelles opérations au sud. Et donc, il a énormément de pouvoir vis-à-vis de l'OTAN, mais mettre dans la défense européenne contre la Turquie, contre la Russie éventuellement, parce qu'on ne voit pas très bien contre quoi ça serait, peut-être un jour contre l'Amérique, mais enfin on n'en est pas là, mais mettre dans la défense européenne un pays extrêmement armé, effectivement, avec une très bonne armée, mais un pays qui n'est pas clair dans sa relation avec l'éventuel agresseur russe, je trouve qu'il faut quand même réfléchir. François Bujon de l'Étang. Non, tout ce que dit Nicole est exact, mais ça bouge. Ce n'est pas fixe. L'histoire des missiles russes achetés par la Turquie, c'est vrai, ça a été très très bouleversant et ça va à l'encontre du comportement normal d'un membre de l'OTAN, bien entendu. Mais voilà que maintenant les Américains semblent d'accord pour lui livrer des F-35, mais en contrepartie des F-35, ils lui demandent de neutraliser les S-400 russes et de les mettre dans des zones qui sont sous contrôle des États-Unis. Donc tout ceci bouge. Et en fait, c'est vrai, il a 400 000 hommes sous les armes, plus les réservistes, ça fait une armée de près d'un million d'hommes, mais il a surtout développé une industrie de défense turque, domestique, depuis pas mal d'années. Et tout le monde sait, par exemple, que les drones ukrainiens utilisés très libéralement contre la Russie sont fabriqués en Turquie, contrairement aux drones russes qui, eux, sont fabriqués en Iran. Donc, il faut garder quand même trace de tout ça. Il ne manque pas d'atouts, l'animal. Et il sait très bien les utiliser en règle générale. C'est pourquoi l'Europe, d'ailleurs, danse au son de sa musique, puisque Mathias rappelait l'histoire des réfugiés. Les réfugiés syriens qui sont en Turquie sont en réalité financés par l'Union européenne. Et celle-ci vient encore, par exemple, pour cette année, d'attribuer 1 milliard d'euros à la Turquie d'aide pour l'entretien des réfugiés syriens. Ça a coûté, depuis 10 ans, 10 milliards d'euros à l'Union européenne déjà. Donc c'est un racket qu'il utilise très habilement face à l'Union européenne. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en rappelant ou en indiquant qu'après que le Figaro avait fait voler en éclats les accusations de Libération contre Jean-François Revel, ce journal se serait grandi en reconnaissant ses erreurs et ses manquements aux règles élémentaires de la probité intellectuelle et du journalisme. Mais Libération a choisi ce que j'appellerais la méthode Richard Nixon ou la méthode Watergate, qui consiste à prétendre réparer une faute en commettant une plus grande et en s'obstinant dans l'utilisation de méthodes indécentes et d'assertions ridicules. Les enfants de Jean-François Revel, dans une tribune publiée par Le Figaro, dont vous trouverez le lien dans les brèves de cette émission, les enfants de Jean-François Revel ont une nouvelle fois réduit à néant cette pitoyable récidive et ont annoncé qu'ils traduisaient Libération en justice. Richard Verly. Bien Philippe, nous n'avons pas parlé de la France dans cette émission. C'est donc l'occasion de faire une brève française et une brève politique. Le livre en plus vient d'être récompensé par le prix du livre politique. Il s'agit de la saga des élections présidentielles de Gérard Courtois aux éditions Perrin, que j'ai lu personnellement avec beaucoup de plaisir, qui retrace chacune des campagnes et chacune des élections, qui les raconte avec, je dirais, beaucoup de brio. Et l'on voit comment de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, le pays a changé et a été aussi bouleversé par chacune de ces campagnes. Donc la saga des élections présidentielles, Gérard Courtois aux éditions Perrin. Mathias Feckel.
Alors, je conseille un livre qui est apparu déjà il y a une vingtaine d'années, mais qui me semble très actuel de lire. C'est Lawless World, donc un monde sans loi ou sans droit, de Philip Sands. Le magnifique auteur du magnifique Retour à Lemberg. Là, c'est une collection d'essais. Je suis pas sûr qu'il soit traduit en français. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Ou du droit pénal international, au droit de l'environnement international, au droit commercial international, en passant par une histoire du droit international. Vous trouverez matière à réflexion pour les temps actuels. Nicole Nisotto. Alors moi, je continue mon tour de table sur les revues qui peuvent nous aider à comprendre le monde, puisque les livres se périment plutôt vite, vu l'accélération des choses. Je voudrais parler de la revue B2. La revue B2 est une revue numérique, une revue en ligne, fondée par un ancien journaliste des Échos qui s'appelle Nicolas Gros-Verred. Et c'est une revue dont le sous-titre est « Le quotidien de l'Europe géopolitique ». Tous les jours, B2 donne toutes les informations que vous pourriez souhaiter sur l'état de la défense, l'état de la sécurité, l'état de l'OTAN, tout ce qui concerne la défense européenne, tous les jours dans B2. Alors, c'est essentiellement des informations, mais parfois il y a des analyses. Et là, cette semaine, le 9 avril, B2 a publié pratiquement le verbatim de l'audition du général Christopher Cavalli. Christopher Cavalli, c'est le SACEUR en Europe, c'est le chef d'état-major de toutes les forces de l'OTAN en Europe, c'est aussi le chef des forces américaines présentes en Europe, et il a été auditionné par le Sénat américain sur l'état de la menace russe. Et B2, donc, fait son travail de quotidien et donne le verbatim où le général conclut effectivement que la guerre en Ukraine a permis à la Russie de moderniser largement son armée. Donc ça, c'est ma première brève. Si j'ai encore une minute, je voudrais parler aussi d'un autre article, un très 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 long papier de plus de 60 pages, paru dans Le Grand Continent de Dominique de Villepin, qui s'appelle « Le pouvoir de dire non ». Alors on peut politiquement penser ce qu'on veut de Dominique de Villepin, mais c'est un papier de réflexion absolument globale sur l'évolution ou la fin de notre système occidental, dont je retiens 3 choses. Premièrement, il montre ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que Trump n'est pas un problème, mais un symptôme d'une fracture beaucoup plus grande. Deuxièmement, il invente un concept que je trouve assez utile, qui est l'hypercratie, c'est-à-dire non pas la plutocratie, mais l'hypercratie, c'est-à-dire le pouvoir à la fois globalisé, médiatique, algorithmique et surtout déresponsabilisé. Ça, je trouve que c'est une façon moderne de penser le fascisme qui fait réfléchir. Et enfin, il parle de la période qui vient comme un âge de fer, à la différence d'un âge d'or, avec surtout une analyse de la guerre en Ukraine comme la première guerre hybride mondialisée. Et je trouve que c'est un papier qui fait réfléchir. François Bujon de l'Étang. Moi, je me dirige vers le passé, loin des turpitudes actuelles, pour revenir sur des turpitudes françaises plus anciennes. Je vous recommande la lecture que je viens d'achever du dernier livre d'Emmanuel de Varesquiel, qui s'appelle « Il nous fallait des mythes », et qui est une réflexion sur l'imaginaire politique en France, tiré de la Révolution française. Alors, c'est extrêmement intéressant de partir de l'histoire brute, telle qu'on la connaît, pour voir ce qu'est l'histoire dans l'imaginaire, et comment des vrais faits historiques se sont transformés en mythes. Le livre de Varesquiel, comme toujours, est très très documenté, très bien fait, et écrit avec une très bonne plume et beaucoup d'alacrité. Le sous-titre dit « La Révolution et ses imaginaires » de 1989 à nos jours. Le livre est paru chez Talandier en décembre dernier. Et il montre, à propos, par exemple, du serment du jeu de paume, à propos de la prise de la Bastille, qui n'a jamais été prise, comme chacun sait, mais qui s'est rendue toute seule, à propos de Valmy, la bataille, la victoire de Valmy, qui n'a même pas été une bataille et qui n'a fait que 45 morts par accident, à quel point l'imaginaire a réussi à déformer et à mythifier un certain nombre de phénomènes purement français. Et tout ceci est très important puisque il y a des échos, beaucoup de ces échos dans la politique d'aujourd'hui. Je vous remercie. La semaine prochaine, nous consacrerons, puisqu'il faut ne pas regarder uniquement du côté des États-Unis ou de la Chine, nous consacrerons notre émission à un thème, le thème du Caucase, pour lequel je vous recommande d'être à l'écoute.
Je voudrais remercier Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium. Je remercie Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis que Olivier Magloire se répond à toutes les questions qui touchent à notre plateforme de financement. Adrien Beccaria a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes la produisent. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour, dans la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné le Bada avec Charlotte Elman-Cachin sur Paul Signac. Et dimanche prochain pour l'émission avec Tornidze Goradze pour notre émission sur le Caucase. Merci.